Alors, je propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, dans le cadre de ce webinaire organisé par Simco Consulting, d'accueillir Laurent Cochet d'AutoStore. Bonjour Laurent. Bonjour. Bien, vous nous recevez, tout va bien. Et puis, dans 2 semaines, nous avons encore un rendez-vous sur cette série d'épisodes de webinaire, cette fois avec Savoie, qui viendra nous parler de ses solutions en termes de système d'information. Comme d'habitude, 1 heure à partager ensemble nos expériences. N'hésitez pas à poser vos questions, vous avez le chat et votre outil au clavier, on empile les questions au fil de l'eau. Et puis on se fera un plaisir avec Laurent d'y répondre à l'issue de la session. Et puis comme d'habitude, vous pourrez bénéficier d'un lien à la fois pour revoir le replay de ce webinaire ou le partager, et à la fois de disposer du contenu et du support de présentation. Voilà, tout le monde commence à nous rejoindre. Je vous propose, vous en avez pris aussi l'habitude maintenant depuis quelques temps, la petite vidéo de présentation de Simco Consulting. À tout de suite. Simco Consulting est l'une des plus importantes sociétés de conseil spécialisées en supply chain. Depuis 1981, elle a développé plus de 2400 projets pour plus de 600 clients de taille et de secteurs différents. Une forte ouverture à l'international permet à Simco Consulting d'accompagner ses clients depuis ses bureaux européens. Simco Consulting intervient tout au long de la chaîne logistique, de l'organisation du réseau de distribution à la formation des personnes. Son activité principale est la conception et l'amélioration de l'intralogistique et des entrepôts d'usines et de distribution. L'étude de faisabilité, après une analyse des données et des opérations, développe plusieurs solutions alternatives en évaluant différentes implantations, technologies et processus. Les solutions sont comparées sous plusieurs aspects, notamment celui de la rentabilité économique. Lors de l'étude de mise en œuvre, la solution choisie est définie précisément, ce qui permet de rédiger un cahier des charges, des spécifications techniques et des procédures opérationnelles pour activer le processus de sélection des fournisseurs de l'ensemble des équipements logistiques. Lors de la phase de conception, Simco Consulting utilise la simulation de flux dynamique, un outil puissant qui permet de valider les procédés et les choix technologiques. Simco Consulting peut également apporter son soutien en supervisant le déploiement de la solution et en soutenant ses clients pendant les phases capitales d'essai et de démarrage. Simco Consulting, towards best in class logistics. Voilà, petite page publicitaire et d'introduction à notre webinaire. Les chiffres clés que vous avez pu voir dans la vidéo, un chiffre d'affaires 2019 de 2 400 000 euros, 15% de chiffre d'affaires réalisé sur le marché français et une répartition sensiblement à 70% de thématiques orientées entrepôt, intralogistique, une dizaine de pourcents sur la formation, avec un catalogue de formation très riche, à la fois sur les sujets intralogistiques, à la fois sur l'ensemble des sujets supply chain, et puis 20% consacrés à d'autres sujets que l'entrepôt d'usine et de distribution. 600 clients, 2400 projets, donc un coefficient intéressant. Nos clients reviennent vers nous pour nous reproposer des projets, ce qui est plutôt rassurant si j'étais de votre côté. Quelques mots-clés parmi notre offre, l'intralogistique manuelle et automatisée, objet du webinaire d'aujourd'hui, support aux appels d'offres logistiques, support à l'externalisation à l'opposé, configuration du réseau de distribution, une partie simulation de flux aussi qui peut être prise de manière indépendante également, avec des secteurs d'activité très divers, très variés, l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, métallurgie, industrie automobile, tout ce qui est grande distribution, grande surface du bricolage, retail, e-commerce, luxe et habillement. Voilà, il y a finalement peu de secteurs sur lesquels on ne touche pas, on n'a pas touché. L'idée étant aussi de pouvoir prendre et partager des expériences de différents secteurs pour les partager avec d'autres secteurs et en faire bénéficier. Avec ce focus, usine, entrepôt d'usine, entrepôt, centre de distribution et puis prestataire logistique. Alors, quelques images ou logos de nos clients, on ne va pas s'éterniser dessus, je préfère vous parler d'automatisation aujourd'hui avec Laurent.
vous aurez de toute façon donc, le support de présentation et bien sûr, je reste à votre disposition par la suite. Laurent, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques secondes? Vous êtes donc directeur du développement AutoStore. Oui, bonjour. Donc, effectivement, donc, je m'occupe du business développement chez AutoStore. Et j'ai rejoint la société récemment et j'ai un parcours, après quelques années dans les télécoms, j'ai fait les 15 dernières années en supply chain, dont à peu près 10 ans de projet de plateforme logistique et 5 ans de WMS. Et j'ai rejoint la société AutoStore en début d'année. Merci, donc merci Laurent. Alors vous avez remarqué, Laurent, que j'ai abandonné la cravate qui est dans le film et la vidéo de Simco Consulting pour revêtir une veste blanche à pois rouge pour accueillir dignement donc, AutoStore aujourd'hui dans ce webinaire. Donc moi je suis donc Benoît Cudel, j'ai la responsabilité française donc, pour Simco Consulting et je suis donc senior consultant après un peu plus de 25 années d'expérience pour le compte de prestataires logistiques, de transporteurs, mais aussi donc, dans l'industrie et plus récemment directeur supply chain en plasturgie. Alors le programme du jour est chargé, il est dense comme d'habitude. Hein, on va échanger, survoler les sujets qui méritent ensuite d'être approfondis. Une présentation donc, du contexte actuel, des enjeux avec ce petit bonhomme là qui s'appelle Corona peut-être, on n'a pas son nom, mais qui vient donc perturber ou titiller un petit peu le contexte et qui vient finalement également en qualité d'accélérateur du changement dans nos entreprises, dans vos entreprises. Une question finalement sur les avantages et les faiblesses de l'automatisation. Un passage en revue donc, de technologies disponibles. Ensuite, on passe la parole à AutoStore qui nous présente sa solution. Et puis, on voit sur la fin, avant de passer aux questions-réponses, donc quelle est l'importance finalement et les enjeux de tels dossiers, de tels investissements, comment les sécuriser à travers la gestion donc, en mode projet de ces évolutions et les bien fondés et les bienfaits de passer par un cabinet conseil, évidemment, Simco Consulting. Alors, en quelques secondes, et c'est des slides que je vous ai déjà montrés donc, ici il y a 2 semaines, quand on a parlé de l'automatisation sur la densification donc, du stockage, une étude de CBRE qui a été diffusée donc, en 2021 qui nous dit que donc, suite à cet événement et à cette pandémie Covid-19, 46,5% des entreprises ont besoin de flexibilité des espaces de stockage. 34% d'entre elles veulent optimiser leurs entrepôts, centraliser les opérations. 31% vont reconfigurer ou relocaliser donc, les installations de la supply chain. Encore quelques mots-clés qui vont cette fois concerner plutôt la logistique urbaine. 64% des commerçants en ligne ont répondu que le développement urbain donc, était prioritaire. 50% des industriels pensent que le développement des emplacements urbains est aussi une priorité forte, de même que 50% des distributeurs alimentaires, ce qui montre vraiment l'intérêt d'aller repenser, reconfigurer nos entrepôts. Et puis, en parlant de reconfiguration, donc système de picking automatisé amélioré, 60% des entreprises consultées y pensent, avec un investissement prévu dans les 3 ans. Et puis, donc, de même, la robotique qui arrive petit à petit, qui prend le relais aussi et qui vient compléter donc, une offre aujourd'hui d'automatisation. Un petit mot sur les données de l'INSEE ici. Alors, c'est un tableau qui présente, donc, toujours dans le cadre du Covid-19, la part des sociétés ayant retiré des produits parmi celles qui ont modifié leur offre. Et puis, il y en a d'autres qui se sont transformées, qui ont modifié leur offre et qui en ont profité pour introduire des nouveaux produits ou services. Et on retrouve ici donc, toute la partie donc, commerce de détail, industrie pharmaceutique ou parapharmaceutique, et puis industrie textile, habillement, cuir, chaussures. Voilà, tous ces gens ont finalement, à travers donc, le Covid, su adapter leur offre. Et 52% des entreprises, hein, toujours selon l'INSEE, ont réorganisé leur logistique en 2020, donc pendant la crise du Covid. Un peu plus de perspective ici avec une enquête de XPO qui est sortie en novembre 2020, qui nous dit quoi que pendant cette pandémie,
62% des entreprises se sont renforcées en externalisant leur logistique. 60% ont renforcé leurs installations intralogistiques avec une préoccupation principale sur la gestion des volumes, donc l'appel à la technologie, et on est bien aujourd'hui dans la thématique du jour. Evolis, qui est une organisation professionnelle, donc des biens d'équipement, fait le constat qu'en 2020 par rapport à 2019, les commandes de systèmes automatisés de manutention ont augmenté de 39%, ce qui n'est pas négligeable quand on sait le niveau d'investissement de ces systèmes automatisés. Et puis, un petit rappel, hein, l'enquête avec les prévisions de Forrester diffusées dans LSA montrait qu'en 2021, les entreprises allaient fortement investir, notamment dans leur logistique. On est vraiment en plein dedans. Alors, je vous propose maintenant une double expérience, c'est d'avoir la vision à la fois exploitation et à la fois client. Parce que côté exploitation, l'impact du Covid est tout comme un impact de pic de consommation, tout comme un impact du quotidien. Mais qu'est-ce qu'on peut vivre dans les entreprises? On vit de l'absentéisme, on vit une gestion RH quand même qui est extrêmement délicate, extrêmement lourde à gérer avec toutes les mesures sanitaires, avec les attestations, avec toutes les déclarations sociales et autres, avec la gestion des activités partielles. Nos exploitations sont sous tension, on perd des repères, on a des surcharges d'activité. C'est une grosse tension. Et puis, quand on rentre le soir et qu'on se retrouve à la maison, eh ben, on vit le couvre-feu, le confinement, les fermetures de magasins, les mesures sanitaires, les craintes de contamination, la peur des ruptures aussi, qui change considérablement selon les secteurs d'activité, donc les courbes habituelles de saisonnalité. Mais il y a l'e-commerce. Ah oui, il y a l'e-commerce. Et donc, on se fait livrer à domicile, on change nos habitudes. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure d'accélérateur de changement. Et aujourd'hui, ben, c'est plus 53% en 2020 par rapport à 2019 et jusqu'à doubler l'activité du e-commerce pendant les phases de confinement, ce qui vient rajouter de la tension dans les entreprises, en plus de cette gestion d'absentéisme et de ressources. Et puis, si on prend un peu plus de recul et qu'on rentre dans ce domaine d'automatisation, bah, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les entrepôts ont démarré de manière totalement manuelle il y a quelques dizaines d'années maintenant, puis sont passés dans une phase de mécanisation avant aujourd'hui d'arriver à un niveau d'automatisation. En parallèle, les prestataires sont passés du mode transporteur 1PL jusqu'au mode 5PL où on apporte des vraies valeurs ajoutées en tant que prestataire logistique sur des activités. On va concerner l'intégralité de la supply chain et de la valeur ajoutée. Et puis, donc, il y a les attentes des entreprises. Quand on a commencé avec nos entrepôts manuels et qu'on a cherché de la mécanisation, on venait chercher la mécanisation plutôt par rapport on attendait un retour sur investissement purement financier. En disant, ben voilà, ça peut me générer des économies, des économies d'exploitation au quotidien. Et puis, un deuxième temps, on a commencé à parler un peu de conditions de travail, d'aménagement des postes et autres. Donc, on s'est plutôt intéressé à plutôt alléger les charges, diminuer les tâches répétitives des opérateurs. Et puis, on arrive aujourd'hui, on vient chercher l'automatisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et qui va s'accélérer selon les différentes études. Et donc, on a besoin de fonctionner quand même si on a moins de monde, entre guillemets, pour opérer dans nos entreprises. Et les effectifs qui préparent, puisqu'à un moment donné, on est quand même à l'origine basé sur beaucoup de main-d'œuvre dans nos activités logistiques. Les opérateurs étaient plutôt autonomes quand on a commencé ces années d'avoir une vraie définition de la logistique. Puis on est passé dans des systèmes où les opérateurs étaient plutôt pilotés par nos systèmes d'information et autres. Et quand on passe en mode automatisé, on passe en mode pilote. Voilà, l'opérateur devient pilote de ses opérations et de l'entrepôt. Et on est passé de l'ère de la logistique à l'ère de la supply chain avec toutes les valeurs ajoutées attendues dans le domaine. Une petite touche d'industrie 4.0, les communications, la digitalisation, tout ce qui est objets connectés, tout ce qui est produits, services, en plus, vraiment la connexion de l'entrepôt avec l'intégralité des services.
L'entreprise étendue, on communique avec les entreprises en aval, en amont. Toute la partie liée notamment au e-commerce, donc le reverse logistique, le retour, le recyclage des produits reconditionnés. Et puis, on arrive aussi avec un enjeu qui devient stratégique pour les entreprises de plus en plus, cet enjeu RSE, responsabilité sociétale environnementale. Et quand on pense automatisation d'entrepôt, il faut penser RSE, puisque on va avoir des nouveaux partenaires, puisqu'on va faire évoluer les besoins et les emplois au sein de nos entrepôts. Il y a 20 ans, on n'avait pas d'ingénieurs dans nos entrepôts. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, des informaticiens qui viennent gérer, qui supervisent nos actifs. Un chef d'équipe qui gère une équipe de 10, 15, 20 caristes, il y a des absences dans son équipe, tant bien que mal, on va pouvoir gérer l'activité. Demain, c'est un convoyeur ou un système automatisé qui s'arrête. Il faut que ce chef d'équipe soit maintenant formé à même de pouvoir remettre en route une installation ou tout au moins de faire un diagnostic, peut-être avec une assistance d'un service hotline maintenance quelconque. Et puis donc McKinsey, célèbre cabinet, à la mode depuis quelques mois, on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui, considère que le secteur du transport et la logistique présente un potentiel d'automatisation de 57%, en définissant que le périmètre automatisable, ce sont les tâches prévisibles et de collecte de données. C'est-à-dire qu'on va aller dans une automatisation non pas uniquement sur les automatisations de tâches physiques, mais aussi de tâches administratives. C'est le RPA et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans 2 semaines donc avec la thématique système d'information. Toujours en introduction, et ici c'est donc un échantillon d'une dizaine de clients de Simco qui met en évidence par rapport à des effectifs d'entreprise, la petite entreprise, très petite entreprise, donc de 6 personnes jusqu'à, on est ici sur une taille de 112 personnes ici, sur des activités d'entreposage. Eh bien, on s'aperçoit que grosso modo, c'est 48% des effectifs qui sont aujourd'hui affectés aux préparations de commandes. Donc, quand on pense système automatisé, quand on pense retour sur investissement, c'est un point qui est important à prendre puisque moitié des effectifs de notre entrepôt aujourd'hui sont plutôt orientés, c'est un chiffre qu'on retrouve chez la majorité de nos clients, sont plutôt orientés, dédiés donc, à ces notions de préparation de commandes. Je vous propose maintenant de prendre un peu de recul sur ces systèmes automatisés et de voir quels sont un peu les avantages et les faiblesses. Côté coût, côté RH, on a commencé à en parler, puis côté fonctionnement. Le coût, évidemment, on a un avantage, c'est à un moment donné, on diminue nos OPEX, nos coûts d'opération, avec les frais de personnel, aussi bien directs qu'indirects. On va optimiser, densifier les surfaces, on l'a vu il y a 2 semaines. On va mieux maîtriser tout ce qui est dépenses énergétiques. Et puis, on va donc améliorer la gestion globale des entrepôts avec des notions de tableau de bord donc, qui sont intéressants. En termes de ressources humaines, on va répondre à des problèmes de pénurie, de manque de personnel. On va être moins dépendant du savoir-faire de nos collaborateurs. Et puis, donc, on va travailler peut-être plus facilement dans des environnements qui sont particuliers. Et aussi, on va diminuer cette pénibilité du travail. Quand bien même on rend des tâches peut-être plus répétitives avec l'automatisation, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille également. Et puis, en termes de fonctionnement, on va améliorer la rapidité des opérations. C'est le besoin aujourd'hui, c'est le constat qu'on fait. E-commerce ou pas e-commerce d'ailleurs, on a un lead time de plus en plus serré, on a un temps qui nous est accordé qui est de plus en plus limité pour répondre à un besoin de consommateur. Ça permet d'améliorer la précision, de diminuer les erreurs de préparation. On peut diminuer la casse et aussi le vol à travers donc, nos systèmes automatisés. Et puis, donc, on augmente quand même la flexibilité puisque on sait travailler sur plusieurs postes et voir ouvrir le samedi, le dimanche s'il le faut. Alors, côté faiblesse, quelque part, donc, les systèmes automatisés, donc, on a des fois des tailles d'investissement qui sont non négligeables, donc il faut aller chercher donc, pour la majorité d'entreprises donc, ce ROI qui nous attend, donc ce retour sur investissement. En termes de ressources humaines, c'est une configuration un peu différente de nos équipes, il y a une formation, il y a un accompagnement à faire parce qu'il faut faire grandir et on n'est plus sur les mêmes fonctions de pilotage de l'entrepôt. Et en termes de fonctionnement, donc on peut être limité, entre guillemets, à
à être restreint en fonction des typologies d'unités de manutention. Si demain vous changez la segmentation, vous changez de typologie de produits, de secteur d'activité, il va falloir repenser, peut-être recalibrer les systèmes automatisés, puisque tous ne s'ouvrent pas à toute taille ou toute typologie donc de produits. Alors, comment est-ce qu'on va chercher, quelle est la démarche pour aller chercher donc l'automatisation dans la préparation de commandes? Donc, on commence par analyser le besoin logistique. C'est quoi nos unités de manutention, les volumes, quel est le stockage et les références à gérer, quels sont donc les flux, hein. On va raisonner flux pour faire vraiment un point global. On prend ce qu'on appelle le ASIS, la situation, qu'est-ce qu'on a besoin, comment va évoluer notre entreprise dans les 3-5 ans, comment est-ce que on modifie, on intervient sur l'historique et qu'on le fait évoluer pour être sûr que du jour où on appuie sur le bouton, donc que notre système soit compatible avec nos besoins à venir. Des réponses qui sont des plus traditionnelles aux plus automatisées. Quand un cabinet conseil comme Simco Consulting analyse vos besoins, vous l'appelez en disant il nous faut un système automatisé. On va venir et on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être dans des schémas d'amélioration continue, on peut être dans des schémas d'investissement et on va trouver peut-être un mix produit. On n'est pas obligé de tout automatiser, on n'est pas obligé d'être tout traditionnel non plus. On va faire un mix d'organisation et on va aller chercher en fonction donc, de cette analyse des flux, des technologies disponibles par rapport à du stockage, par rapport à la manutention, par rapport donc, à des systèmes d'information aussi, puisque tout est imbriqué. Et ça, on commence maintenant à le comprendre. Et en ce qui nous concerne, donc ici, d'unités de manutention, les flux, les volumes, les systèmes automatisés et la manutention. On avait parlé donc il y a 2 semaines donc, de tout système d'automatisation de stockage. Donc on ne va pas revenir dessus, mais vous avez donc possibilité de revoir ce webinaire en replay et d'obtenir le support donc, de présentation. On a un lien très fort entre l'automatisation du stockage et l'automatisation de la préparation de commandes, puisque on a des enchaînements d'opérations, hein, on a des flux entrants, des flux internes, des flux sortants, que la manière dont on va stocker nos produits va avoir de l'influence sur la manière dont on va les préparer. Donc, c'est 2 sujets qu'on ne va pas prendre séparément. On sait qu'on va avoir de la manutention, de la manipulation à faire, parce que quand bien même on a un système automatisé, il faut peut-être en préparation de commande, il faut peut-être aussi l'alimenter. On n'y pense pas souvent, tout au moins nos clients n'y pensent pas souvent, hein, puisqu'il faut alimenter. Aujourd'hui, quand vous faites un picking manuel, vous réapprovisionnez les adresses picking. Demain, il va falloir alimenter donc, ces produits, ces systèmes, même, quand bien même ils ont un niveau d'automatisation très fort. On est toujours sur une analyse donc, de typologie de produits, on est toujours sur une analyse de contraintes de bâtiment et on est toujours sur une analyse, donc, un besoin d'analyser les flux, la rotation, les délais, les canaux de distribution, la customisation retardée aussi qui arrive de plus en plus dans nos entrepôts, de reprendre des produits pour ramener de la valeur ajoutée, customiser donc, au dernier moment avant d'envoyer au client, pour ensuite l'envoyer dans différents canaux de distribution. Et on a toujours ces notions de stockage, manutention, préparation ou préparation, enfin manutention, stockage, préparation. Tout dépend des systèmes qu'on va choisir. En tout cas, on aura toujours ce triptyque flux entrant, flux interne, flux sortant, sur lequel qui sont indissociables et sur lesquels on va beaucoup travailler quand on va parler automatisation. Alors, la préparation de commande, on a 3 philosophies d'approche pour parler de cette automatisation. Nous avons le Mans to Good. Le Mans to Good, c'est la personne qui se déplace, l'opérateur qui va chercher les produits en vue de faire une préparation. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos entrepôts traditionnels. Nous avons moyen, on va le voir, d'assister cette personne qui va donc faire un chemin de préparation. Le Goodsman, c'est plutôt la marchandise qui vient à l'homme. Donc, on a des systèmes automatisés qui arrivent sur des gares. On verra quel type de matériel. Donc, qui arrivent vers l'opérateur et donc qui va venir porter sa marchandise. Et l'opérateur, lui, est sur un poste de travail et il ne marche pas. Il ne fait pas ces kilomètres qu'il fait habituellement donc, dans l'entrepôt en qualité de piéton ou avec du matériel de manutention. Et puis, plus récent et qui a tendance à se développer aussi beaucoup avec l'évolution de la technologie, avec les objets connectés, avec l'intelligence artificielle, le goods to robot, c'est-à-dire que la marchandise arrive
c'est un robot qui récupère la marchandise et qui assure la préparation de commande. Et là, on est dans un degré d'automatisation qui est quand même relativement poussé. Ensuite, on a donc le type de prélèvement. Est-ce qu'on est plutôt sur un prélèvement manuel, par commande ou multicommande? Est-ce qu'on est en prélèvement par vague? C'est-à-dire qu'on prend plusieurs commandes, on prélève tout et ensuite on va retrier nos produits pour les séparer par commande. Est-ce qu'on est sur un type de prélèvement automatisé? Et puis, n'oublions pas derrière que, OK, on stocke, on prépare, mais il faut aussi emballer, trier, préparer, des fois mettre des documents, des bordereaux de livraison, une brochure publicitaire. Donc tout ça, il va falloir donc finaliser le colis, associer la bonne étiquette au bon colis. Ça, c'est mieux quand on est bien synchronisé à ce niveau-là. Et puis donc un système aussi de palettisation ou pas, selon le type de canal de distribution. Mais bien souvent, donc, on doit repalettiser aussi, puisque on peut faire la palettisation qui est destinée à des centres de dégroupage de grandes surfaces, etc., ou des hubs, ou des quais de cross-docking. Donc, on peut aller chercher l'automatisation aussi sur la palettisation. Ce ne sera pas trop le sujet du jour. Notre philosophie, au même titre que la semaine dernière, on avait donc ce type de cartographie. On va aller d'opérations des plus manuelles, man to good, good to man, good to robot, jusqu'aux plus automatisées. Voilà, donc les préparateurs de commandes, des shoppers, on va développer tout ça. Le piéton assisté par des convoyeurs, hein, c'est le man to good donc en version automatisée. Hein, c'est la version, j'allais dire, mécanisation telle qu'on peut l'entendre. Et puis donc tout ce qui est goods to man avec donc des systèmes de tri en termes d'automatisation. Et puis on peut, alors on l'a mis ici dans les systèmes entre guillemets manuels, tout ce qui est AutoStore, on va en parler, tout ce qui est préparation à gare, stockage rotatif horizontal, vertical, étagère mobile. On a encore un acte manuel de prélèvement, mais on peut très bien positionner du robot, des bras de robotisation pour constituer le colisage final pardon, pour les clients. Et puis donc avec le Goods to Robot, ben, là tout est possible en automatisation. Hein. On va vraiment sur des prélèvements donc, de colis, des prélèvements par couche, des prélèvements par référence. Donc tout ça, c'est des systèmes qu'on va essayer de développer ensemble dans les minutes qui viennent. Et puis, on a ces outils d'aide à la préparation qu'il ne faut pas négliger, qui sont aujourd'hui bien développés dans nos entreprises, dans nos entrepôts. Donc, tout ce qui est évidemment, qui n'a plus son terminal RF ou son smartphone pour flasher un code barre pour valider une préparation de commande ou pour faire des transferts, valider des réceptions, etc. La partie donc vision picking qui arrive petit à petit dans nos exploitations, le voice picking qui est déjà plus développé, tout ce qui est donc prélèvement by LED, hein, donc put to light, pick to light, put to light, pardon. Donc voilà, on a un positionnement pour savoir où est-ce qu'on prend la marchandise, où est-ce qu'on la dépose, le pick to belt et donc les meubles de ventilation aussi qui viennent assister nos opérateurs. Alors en image et avec quelques points spécifiques. Hein, donc ici donc on est sur, on commence par le man to good, hein, donc c'est l'opérateur qui va donc faire sa préparation. On peut avoir les images comme ça. On dit bah, il est où au niveau d'automatisation? Alors ici on peut on a donc des notions donc, de préparateurs de commandes qui nous aident, qui peuvent monter donc, sur différentes hauteurs, équipés de nacelles ou non. On peut avoir des robots suiveurs également, c'est-à-dire qu'au lieu de pousser le transpalette, la palette suit l'opérateur, s'arrête là où il s'arrête, tourne où il tourne, etc. Et puis on a des systèmes de shoppers également qui permettent d'aller préparer, donc de faire plusieurs commandes, j'allais dire, et d'avoir donc son système de pilotage embarqué, entre guillemets. On est toujours piéton, on est toujours donc ici en Mans to Good. Ensuite, on a le Mans to Good, donc on continue d'aller faire les préparations, mais avec donc ces systèmes donc d'assistance par LED, où on peut voir à la fois ça s'allume, c'est là je vais prélever, et on peut avoir un affichage sur la quantité à prélever. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent se rajouter sur des installations donc, existantes, avec ici donc quand même une réduction donc, des distances à parcourir, hein, puisqu'on est sur des zones relativement restreintes de picking. On travaille beaucoup sur l'ergonomie des postes de travail. On fait donc, on a un process dans ce qu'on appelle le pick and pack, hein, c'est-à-dire qu'on prélève et on
on met dans le colis final également en direct. Et puis donc ces afficheurs LED, j'en parlais tout à l'heure, donc en mode pick to light. Passons maintenant, si vous voulez bien, au mode goods to man. Hein, donc c'est la marchandise qui arrive donc, vers l'opérateur, avec ici un carrousel horizontal et un carrousel vertical sur la droite. On essaye de ne pas donner de nom de fournisseur, on est indépendant vis-à-vis des fournisseurs. Ici, on réduit totalement donc, la circulation donc, du préparateur de commandes. Hein, tous les produits arrivent à lui. On travaille beaucoup sur l'ergonomie. Là aussi, on peut pointer en laser les lieux à prélever ou à déposer. Et puis, donc, on peut intégrer donc, ces systèmes donc, de pick ou put to light, je viens d'en parler. On est ici sur des préparations à gare palette, c'est-à-dire qu'on va aménager donc, des postes de travail, on est plutôt sur des charges un peu plus volumineuses. On va aménager des postes de travail là aussi où c'est des systèmes de convoyeurs qui amènent les produits sur lesquels on a du travail. On travaille beaucoup sur l'ergonomie. On voit ici un système d'assistance puisqu'on a aussi une législation qui intervient sur la levée de charges sur un poste de travail et par personne. Voilà, donc ici, on a ce type d'aménagement possible, évidemment connecté avec des systèmes de stockage automatisés, avec tout type d'organisation de stockage, où on est vraiment ici sur d'aménagement donc, en préparation en gare palette. Si on travaille donc ici, si les produits sont compatibles pour être mis donc, dans les caisses, dans des petits conditionnements, dans des bacs, ici donc on a donc ces préparations donc à gare, donc qui sont en sortie de mini-load, d'autostore, de multi-shuttle, et donc d'étagères mobiles aussi, hein, puisque donc on a ces robots donc, qui soulèvent l'étagère et qui viennent les présenter donc, à un opérateur sur la place de travail. Là aussi, on peut très bien équiper donc, de tout ce qui est technologie LED ici. Alors, on est sur les systèmes, donc on est sur la phase finale de préparation, la partie colisage. On a évidemment d'autres ports d'entrée qui vont nous permettre d'alimenter les produits dans ces systèmes aussi de stockage, c'est important. Et on va avoir le choix entre différentes technologies aujourd'hui, donc mini-load, multi-shuttle, autostore, toutes ces technologies en fait vont être sélectionnées plutôt par rapport à la typologie de flux, par rapport à des classes de rotation, par rapport à des fréquences de prélèvement. Elles ne sont pas compatibles avec l'intégralité des flux de toutes les entreprises, j'allais dire, hein, mais on va les calibrer et il n'est pas rare d'avoir des exploitations, j'allais dire, hybrides, avec peut-être un millier d'un côté, pourquoi pas un autostore de l'autre, qui sont connectés et qui rejoignent donc une gare de tri et de préparation et de colisage en bout de ligne et qui sont précédés avant par un transstockeur ou par même un stockage totalement manuel. Voilà, ça c'est notre rôle à nous, cabinet de conseil, de dire en fonction de l'analyse de vos flux, vers quelle technologie on va plutôt vous emmener. Encore une fois, on ne vous emmène pas vers un fournisseur, mais plutôt vers une technologie. Des exemples ici donc, de gares de prélèvement avec donc, ici donc, possibilité de gérer donc, soit des séquences de prélèvement, soit de la recirculation donc, de produits. Hein, on voit beaucoup sur des applications e-commerce. Et puis donc la préparation également multicommande puisque un bac peut se présenter et concerner plusieurs commandes à la fois. Et donc on a plusieurs colis en cours de conception simultanée. On a ici un concept un peu différent donc, de prélèvement où on voit donc une technologie par rapport à du stockage en caisse ou en carton qui est prélevé donc, par un transstockeur qui va plutôt s'adapter ici à la largeur des colis. Je vous disais tout à l'heure, attention, l'automatisation ne va pas forcément s'adapter, va peut-être être un peu moins flexible. Ici, on a un système donc, qui nous permet donc, d'adapter, d'avoir une préhension en fonction donc, du type de colis donc, à récupérer, avec un système donc, et un prélèvement en gare où on va donc, distinguer tout ce qui est lourd, léger et peut-être petit volume, et avec une palettisation qui, à l'issue, on a un modèle ici donc, qui est une palettisation manuelle. Et puis donc il y a toute la partie d'assistance dont je vous parlais, donc à la préparation de commandes. C'est pas parce qu'on a un système automatisé qu'on n'a pas évidemment de technologie donc d'aide
j'allais dire. Hein. On est ici sur un meuble de tri, un peu ce qu'on appelle le tri postal, le voice picking, tout ce qui est avec LED. Les LED peuvent être embarqués sur des chariots. On voit ici en bas à droite un chariot spécifique, hein, où on emmène cette technologie LED et elle devient nomade. En solution Goods to Robots maintenant, avant de passer la parole à Laurent, la Goods to Robots, on est sur du prélèvement en couche ici avec des robots. Alors attention, hein, analyse ABC qui est très importante, hein, les classes de rotation des produits par rapport au dimensionnement du robot, par rapport à tout ce qui est configuration, par rapport à des notions de filmage et de défilmage. On peut monter jusqu'à 2000 caisses par heure, donc on est quand même sur des volumes importants, mais ça demande quand même une préparation, tout comme tout système automatisé, quand même assez fine. Ici, on est sur un colis avec un robot anthropomorphe. Alors, anthropomorphe, ça veut dire qu'on va resimuler le bras de l'être humain, donc avec plusieurs axes disponibles, contrairement à d'autres robots qui vont plutôt avoir que 3 dimensions de manipulation. Donc ici, pareil, hein, analyse forcément des classes de rotation qui est importante, les séquences de remplissage de palettes, l'impact sur la configuration des palettes aussi, et la manière dont on va monter la palettisation en fonction des clients, puisqu'on ne la monte pas de la même manière si on est pour un client grande distribution alimentaire ou grande distribution de bricolage, par exemple. Un processus qui est ici complètement automatisé, donc sur la base d'une solution robot, donc la dépalettisation, le stockage, la sélection automatique, le séquencement ensuite des prélèvements pour aller reconstituer une palette en sortie de chaîne. Et puis ici, on est avec différents robots. Ici, on est en pick to tot. Alors, to tot, c'est en pick, je veux dire, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller prendre les produits les plus fins, les plus sensibles, les plus fragiles, avec des systèmes de préhension et des systèmes de ventouse. Donc là, ici, c'est pareil, hein, c'est des technologies qui peuvent aller très très vite, qui sont assistées avec des systèmes de vidéo, hein, pour aller identifier les produits à piquer, soit en statique sur des caisses, soit le long d'un convoyeur. Et on voit cette petite araignée qui vient chercher le colis pour la mettre dans le bon colis, avec jusqu'à 2400 prises par heure, ce qui est quelque chose d'assez considérable. Un peu plus spécifique ici, comme solution automatisée, le iframe. Alors, iframe comme automatique, ou le i comme le A, puisqu'on a un système sur la photo de gauche qui est en forme de A, qui est très utilisé dans les milieux la cosmétologie, la cosmétique pardon, et la pharmacie, puisque ça permet d'aller vraiment avoir des notions de préparation à l'unité avec un grand nombre de références variées sur la gamme produit. Ici, un autre exemple qui est important aussi, hein, je vous disais, on n'est pas sur des systèmes isolés, on est vraiment sur une intégration de différentes technologies, donc avec une notion de prélèvement manuel, avec une notion d'introduction sur des tapis de tri et des systèmes de tri qui vont s'arrêter sur différentes gares pour aller générer de l'emballage, la palettisation manuelle. Et ici aussi, on est sur une cadence qui peut aller entre 6 000 à 20 000 pièces heure. Donc, on est sur des cadences assez considérables. Alors, je suis passé très vite, hein, j'en ai bien conscience. On effleure les sujets, on n'a qu'une heure devant nous. Je vais passer la parole à Laurent, si vous êtes toujours là, Laurent. Je suis là. Vous êtes là. Je vais vous laisser parler de ce système AutoStore. Puisque je pense que vous serez plus à même que moi d'en parler et de nous présenter des avantages de votre technologie. Le temps de vous passer la main, c'est à vous. D'accord. Alors, hop. Alors, ce que je vous propose, ça va être de commencer par une petite vidéo. Pour le cas où l'audience n'aurait pas vu les vidéos AutoStore, je pense que c'est mieux de commencer par ça.
Donc, je vais tout de suite passer à la petite vidéo que je commenterai. Alors, je vais vous mettre le son. Alors là, en théorie, on devrait voir mon écran. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est bon. D'accord. Et là, on est en plein écran. Ça marche? C'est toujours bon. OK. Alors, volontairement pas le mi-son. Alors, donc, ici, on part, juste pour situer l'action, je dirais, de mode de préparation et de stockage conventionnel. Alors, ce qu'on voit souvent dans les entrepôts traditionnels, c'est de la préparation en bas de palier. Ou quand on fait du picking individuel à haute intensité, c'est du picking dans les casiers. Tout ça va dépendre d'ailleurs de souvent la forme des produits et de la taille et du type de conditionnement. Et alors, le système AutoStore, c'est ce qu'on appelle du cube storage, c'est parce qu'on stocke dans une espèce de cube, et ça va permettre d'atteindre une densité complètement record en termes de stockage de produits en vue de préparation de commandes à l'unité. Donc, ce sont ces petits robots qui se promènent au sommet d'une grille et qui déposent et qui vont chercher des bacs dans lesquels sont stockés les produits. Alors, les bacs sont empilés les uns sur les autres. On peut monter jusqu'à 16 niveaux comme ça dans la taille intermédiaire. Et ensuite, les bacs sont présentés à un opérateur qui, lui, va venir prélever le produit et après passer à la suite des opérations selon le design. Et là, on voit les petits robots qui s'agitent et qui déposent des bacs quand parfois il faut aller chercher un bac qui est à 2 ou 3 niveaux en dessous. On reparlera de ce système de fonctionnement. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est illustrer la partie rouge qui se trouve en haut du cube, c'est-à-dire quand on est souvent en loi de Pareto 20-80 sur les produits à forte rotation, ils se trouvent naturellement en haut de la grille. Je reviendrai sur les explications de ce fonctionnement. Là, on le voit ici, ça s'adapte particulièrement bien à des formes de bâtiments biscornus. Donc, ça peut très bien se mettre dans des bâtiments existants. Et on voit aussi qu'on perd très peu de place autour des piliers, ce qui est vraiment un différenciateur. Là, ici, on est dans une station de maintenance qui permet de rentrer et de sortir les robots et tout ça sans arrêter l'installation. Ça se monte sur mezzanine ou ça se monte sur un sol avec une planéité, je dirais quand même contrôlée, mais qui est plutôt moins exigeante que ce qu'on peut avoir sur des systèmes plus grands de hauteur. Et après, la deuxième partie du process, elle va dépendre de ce qui aura été mis en place par nos camarades consultants ou intégrateurs, sachant que nous, on se concentre sur la technologie qui nous concerne. Là, on voit un robot qui va venir se charger. Et ici, nous sommes dans l'usine de production qui se trouve en Pologne, où on met en place nos petits robots. L'objet d'un. Alors, c'est une grosse bête, hein, on ne s'en rend pas compte, mais ils ont l'air tout petits quand on les voit sur les vidéos, mais quand on est à côté, c'est impressionnant. Ça fait quand même un bon. C'est simple, les caisses qu'on voit là, c'est du 60 par 40 cm. Donc, on est sur 2 fois 60 par 40, donc ça fait quand même 1,20 m de long sur la longueur. Donc, c'est quand même assez costaud puisque ça lève des bacs de 30 kg. 30 kg étant le poids net de marchandises qu'on peut transporter avec ce système. Alors voilà, ça c'était pour une petite introduction visuelle et vidéo. Alors hop, je vois. Oui. On est sur l'écran de pilotage du PowerPoint, on n'est pas sur le plein écran. Ouais, je sais pas, j'ai inversé la sorte, mais hop. Il va falloir me laisser le temps de réagir. Oui. Quand tu veux. Toujours sur l'écran de. Toujours. Et ça C'est marche? C'est bon. Ah, d'accord. Donc, page d'accueil, en fait, ici, vous êtes en Norvège. AutoStore était la première licorne norvégienne. Et on est dans un petit coin de nature qui s'appelle Nedrevats, qui est au milieu des fjords. On est au sud de la Norvège, à l'ouest d'Oslo, à peu près au milieu de zone qui est entre les montagnes et les fjords.
Donc, ça se trouve ici. Donc là, on voit la partie Norvège, le Danemark, puis la France ici. Le siège est toujours là. Maintenant, il y a beaucoup de bureaux qui sont à Oslo et la production est exclusivement en Pologne pour la partie robot. Alors, l'histoire d'AutoStore, en fait, elle date d'à peu près 25 ans. Donc, le premier prototype qu'on voit ici a été fait en 1996. En fait, ça a été fait pour une société qui s'appelait Ateland, qui est à l'origine d'AutoStore, qui l'a développé pour ses propres besoins. C'était un distributeur de matériel électronique et ils avaient des problèmes de stockage, exactement dans les locaux qu'on voyait sur la photo au départ. Ils ont développé ça. Et puis, ils ont commencé à ils ont commencé à le vendre, je dirais un petit peu par le bouche à oreille pendant quelques années. Et il y a eu un véritable lancement commercial en 2013. Et là, on dirait le développement a pris une toute autre dimension. Depuis, il y a eu énormément d'investissements en développement R&D, développement commercial. Donc là, on en est à la 7e génération de robots avec la Blackline qui vient de sortir. Mais cette nouvelle génération n'a pas vocation à remplacer l'autre. Elle vient en complément. Donc, c'est deux robots qui peuvent travailler d'ailleurs ensemble, à proposer selon les situations. Juste pour situer un petit peu de niveau de quantité, on en est aujourd'hui à 550 installations dans le monde, dans 30 pays différents, et il y a au total 22 000 robots qui fonctionnent. On est très implanté en Europe, comme on le voit. Alors là, ce qui est noir, c'est forte densité, rouge, c'est densité moyenne, et gris, c'est un peu plus faible. Donc, on voit qu'on est très développé. Alors, au départ, le marché allemand est très développé, puis les pays d'Europe du Nord. Et on a un très fort développement en ce moment aux États-Unis et également au Japon, où on a une filiale. Voilà, alors on voit quelques logos ici. Il y a de nombreux clients dans différents secteurs. Il n'y a pas de secteur de prédilection. Alors, le système, on l'a vu tourner sur la vidéo à l'instant, mais alors il est d'une simplicité enfantine. En fait, il y a 5 composants. C'est simple. Il y a d'abord une grille, c'est ce qu'on appelle la grille. En fait, ce sont des profilés aluminium qui sont disposés avec des verticales et puis en haut des rectangles qui font à peu près 60 par 40. Et à partir de là, on construit un cube. Alors, un cube qui est pas forcément un cube, c'est un parallélépipède rectangle. Le deuxième composant clé, c'est les bacs. D'accord. Donc là, on a des bacs qui sont en matériaux plastique auto-extinguible avec soit de l'antistatique, soit du classique. Mais le principe, c'est que ces bacs sont empilés les uns sur les autres. D'accord. Ils ne sont pas dans des glissières réellement, ils sont tenus les uns sur les autres. Et c'est ce qui permet d'assurer une densité maximum. Il y a 3 types de hauteur de corbeille, du 22, du 33 et du 42 cm. Voilà. Deuxième composant clé, qui est le cœur du système, je dirais, c'est le robot. Des robots, alors on voit il y a les 2 types, hein, on voit qu'ils peuvent travailler ensemble sur la même grille. Donc le classique, ce qu'on appelle la Redline, qui est là. On voit c'est des robots qui ont 8 roues et qui se déplacent soit en avant, en arrière, soit sur le côté. Voilà, ça ne fait pas demi-tour. Ni la Blackline. La Blackline, sa particularité, c'est qu'elle va absorber le bac à l'intérieur. Donc, le robot va prendre un petit peu moins de place. Et puis, il a également des batteries interchangeables. Ça va être ça la différence. Ensuite, vous avez toute une gamme de ports et de stations de préparation. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, le principe, c'est que là, on voit le port qui est surtout installé sur les grosses installations haut débit, qui prend un peu plus de place. On appelle le relay port parce qu'il a un système de séquencement des bacs pour faire un petit buffer à la présentation de commandes. On n'a pas forcément besoin sur les petites installations. Et puis après, vous avez différents types de stations de travail. Et vous avez également la possibilité de raccorder le système directement à du convoyeur si vous avez un écosystème plus global et une consolidation avec d'autres modes de préparation à d'autres endroits de l'entrepôt.
Et puis, dernier composant qu'on voit ici, c'est le contrôleur. C'est là où est toute aussi l'intelligence et le savoir-faire de AutoStore, c'est la gestion du trafic des robots qui va permettre de faire en sorte qu'ils ne se rendent pas dedans et qui va optimiser toutes les tâches des robots en fonction des instructions qui vont être, elles, communiquées en général par le WCS, qui lui-même va recevoir ces instructions du WMS. Donc, deux couches sur lesquelles nous ne travaillons pas, je précise. AutoStore à l'interface de pilotage du trafic des robots, et après on travaille avec tous les systèmes possibles sur le marché en termes de WCS, WMS, c'est pas un souci. Alors pour vous donner une idée des tailles, puisqu'en fait on a un large éventail de gamme. Donc sur les installations les plus petites, on va trouver un minimum de 2 robots, et ça monte la plus grande installation à 400 robots. Voilà, et on est sur une installation moyenne d'une quarantaine de robots statistiquement sur les 550 qu'on a fait aujourd'hui. En termes de bacs, ça va nous donner 500 bacs pour les plus petites, jusqu'à 500 000 bacs pour les plus grandes. C'est des installations énormes. On a en Allemagne, on a aux États-Unis. Voilà, alors que dire sur ces… Évidemment, en termes de robots, ça va être transparent parce que ça, c'est un design qui se fait en fonction du débit, de la cadence dont on a besoin. Ce qui va être important pour le client, c'est le nombre de bacs, puisqu'au final, ça se traduit par le nombre d'emplacements de stockage. Alors, on en rediscutera. Il faut savoir que les bacs sont divisibles et qu'on peut faire plusieurs emplacements de stockage dans un bac. Alors, juste pour revenir sur la dimension, parce que j'ai 60 par 40, ça fait un beau carton. C'est souvent un format plutôt grand de mode d'emballage utilisé dans pas mal de process opérationnels. Je précise que le carton de 60 par 40 éventuellement rentre dans le bac. D'accord, je ne suis pas obligé de le dépoter, il rentre tel quel, c'est-à-dire que le bac il fait un peu plus. Une petite tolérance pour entrer de ça, c'est quand même très utile. Voilà, en termes de forme, ici un petit bestiaire de quelques installations qui sont des installations réelles. Alors, j'ai soit des logos de clients qui traînent, soit des logos d'intégrateurs, mais peu importe. Ici, c'était pour montrer que soit vous avez de la petite installation un peu biscornue qui permet de tourner autour d'un pilier, de permettre de garder une zone accessible, etc. Soit vous avez un grand stade de foot, comme vous voyez là. Soit vous avez de l'intermédiaire, on s'installe bien, s'il y a beaucoup de piliers, on passe quand même autour. On peut s'installer en mezzanine, c'est-à-dire monter sur plusieurs niveaux, comme on le voit ici. Là, j'ai 3 niveaux de mezzanine, d'accord. On peut s'installer en longueur, voilà. Ou on peut aussi également être sur des choses plus séparées. Ici, on voit un exemple de Fulfillment Center où j'ai une partie sec et une partie frais qu'on gère généralement. On fait du froid positif, on ne fait pas pour l'instant de congé. On y travaille. Voilà, alors en fait, la densité de stockage, c'est une des principales caractéristiques du système, ce qui permet de travailler sur des concepts innovants. Alors, on entend pas mal parler en ce moment, surtout dans la presse. Donc, on est comme un peu toutes les technos, il y a beaucoup de slideware et il y a moins d'insta réel, mais on en a. Et on en a aux États-Unis, notamment, qui sont en avance sur toute la partie micro-fulfillment et sur des concepts avancés. Donc, comme on voit à gauche ici, sur des principes de showroom dans lesquels vous avez un mini-stockage en backstore, enfin, en arrière-boutique, qui permet d'avoir un concept où, comme on l'a vu déjà apparaître pas mal, le principe d'avoir un magasin qui est une sorte de showroom. On peut voir les produits, les toucher et on les commande avec une interface et après il y a un déstockage qui se fait, vous venez récupérer votre produit à la caisse. Ça, c'est des concepts, mais ça se déploie en ce moment. Il y a des exemples, il y a des pilotes en cours. Et puis là, on est sur un micro-fulfillment center où on voit également un plus gros backstore qui est en arrière d'une zone commerciale.
Alors, les points forts. Benoît, j'entends plus rien, donc tout le monde est là, je suis toujours connecté. Entendons religieusement, Laurent. Voilà. Ok, Il vous reste, super. par contre, je vais restreindre le temps bientôt, hein. Il est bientôt midi. D'accord, il faudra que j'aille un petit peu plus vite. Alors, je vais aller passer rapidement. Les choses essentielles sur la techno AutoStore par rapport à d'autres technologies où on est sur une technologie de stockage et de préparation de commandes, sachant que pour faire la préparation de commandes, il faut bien avoir les produits à disposition et donc il y a une techno de stockage. D'accord. Voilà. Donc, comme Benoît le disait tout à l'heure, il va toujours avoir besoin de réapprovisionner ses emplacements de stockage et il va falloir concevoir un écosystème en amont et en aval. Et là, c'est le rôle des intégrateurs et c'est le rôle aussi en amont des consultants. 3 points très forts, uniques sur la techno AutoStore, c'est la densité de stockage. On est x4 par rapport à des systèmes traditionnels. On reste énormément plus dense que d'autres systèmes de cube storage du fait qu'on est en empilage pur et qu'on n'a pas d'allée d'accès. Donc ça, c'est énorme. Et du fait qu'on peut monter par rapport à d'autres systèmes d'étagères mobiles, par exemple, on va pouvoir mieux utiliser le volume puisqu'on monte jusqu'à 7,50 m. Donc ça, c'est densité, c'est le premier point. Deuxième point, c'est flexibilité d'installation. Alors, elle est à 2 niveaux. Et sur le fait que vous allez pouvoir vous intégrer dans des entrepôts existants super facilement. La structure est autoporteuse. Alors, il faut quand même un point d'ancrage solide, mais par rapport à d'autres structures, c'est super facile. Et vous pouvez tourner autour du pilier, vous ne perdez pas de place. Si vous avez un bâtiment U, un L, etc., pas de problème, ça marche. Du coup, on peut s'intégrer dans des espaces plus petits. On peut s'intégrer dans des bâtiments existants en zone urbaine, ce qui est vraiment très tendance. Et c'est pour ça que AutoStore vraiment a une très très grosse croissance en ce moment avec l'urbanisation et la tendance et toutes les réflexions autour de la logistique du dernier kilomètre avec le stockage avancé. Et puis le troisième point que je mettrai avant, c'est la sobriété. Un robot, c'est 100 Wh. Voilà. Donc 10 robots, 1500 watts, un aspirateur. Là, j'ai eu encore un exemple hier. Hein, j'ai un client, une installation. Ils sont passés de 10 000 $ par mois à 1 000 $ par mois d'électricité sur la console. C'est des éléments de ROI à prendre en compte. Autre caractéristique du système, c'est sa fiabilité. Donc là, on est à 99,6% d'uptime, ce qui est en fait, je pense, un record. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point de défaillance unique. C'est-à-dire que vous avez une grille déjà qui est, par son concept, on la voit ici en photo, très très simple. Donc, sur toute la grille, il y a 17 références de pièces. Donc, vous prenez n'importe quel système de stockage, multi-shuttle et autres, en termes entre la visserie, la boulonnerie et le machin, vous êtes à 1500 références sur un multi-shuttle. Ici, là, il y a 17 références. Donc, ça donne une image de ce que c'est que je dirais la fiabilité et la simplicité du système. Et du coup, on se retrouve avec une disponibilité qui est énorme du fait que, en fait, on n'est pas obligé de bloquer l'ensemble du système s'il y a un problème sur un robot. Un problème sur un robot, on le sort, il sort dans la zone de maintenance, on le répare, l'installation continue à tourner. Bien sûr, c'est robot, donc il tourne 24/24. On peut faire la maintenance pendant le service et surtout, ça qui est énorme, c'est qu'on peut faire des extensions et des agrandissements d'installation sans arrêter le système. Alors, un système qui est intéressant, c'est la gestion naturelle des emplacements. J'y viens tout de suite parce qu'en fait, la première réflexion, et moi je l'ai faite également, c'est « Ah, ben alors on empile des bacs, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller chercher le bac qui est tout au fond ?» Alors, physiquement, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, le robot, il va creuser. D'accord? Il va creuser, c'est-à-dire qu'il va aller chercher le bac, il va dépoter les bacs qu'il y a au-dessus, il va les poser en ligne ou sur le côté. Enfin, il y a toute l'intelligence des algos sont là. Et il l'amène et il va la préparer. Mais ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un principe de gestion naturelle des emplacements, c'est-à-dire que on est dans la plupart des cas des fonctionnements d'entrepôt sur les références en 20-80, 80% de mes lignes de commande sont servies avec 20% de mes SKU qui vont se trouver du coup sur les 2 ou 3 niveaux supérieurs. Et donc en fait, dans la plupart des cas,
je fais la plupart de mes commandes sur les niveaux supérieurs. Donc, j'ai très peu d'opérations de creusage à faire. Ça, c'est le premier élément. Si tant bien même j'en avais, au pire des cas, on est à 3 minutes 30 pour aller chercher le bac qui est le plus au fond, ce qui n'est pas énorme. Et tout ceci, il faut bien retenir que, en fait, c'est juste une théorie, puisque en pratique, un entrepôt fonctionne avec un WMS qui travaille à la vague. D'accord? Et on travaille avec des vagues d'une demi-journée, des vagues de 2 heures ou des vagues additionnelles sur les commandes rapides en e-commerce. Mais vous traitez déjà 80% du flux sur de la vague qui est la demi-journée, dans la plupart des cas. Donc, les robots, eux, travaillent en avance. Et donc, à la fin, on se retrouve avec un système qui peut présenter jusqu'à un bac toutes les 5 secondes. Donc, ce système de creusement n'est pas un souci. Mais comme c'est un réflexe, je préfère en parler tout de suite. Et alors, pourquoi je vais passer rapidement je dirais, à une comparaison de techno pour pas être trop long, puisque c'est donc la conclusion. Que Benoît allait me demander comment ça se compare à d'autres types de techno. N'est-ce pas, Benoît? Oui, oui, bien. Alors, si c'est en guise de conclusion, ça va bien parce qu'il y a pas mal de questions qui commencent à cumuler. D'accord. Donc, voilà, par rapport à de la SRS classique, alors SRS, donc c'est Storage and Retrieval System, hein, donc système de dépose et de ramasse, on va dire. Voilà, la particularité, c'est que la densité, du fait que vous n'avez pas besoin de couloir d'accès, puisque c'est un empilage, donc tout est utilisé pour le stockage, premièrement. Pas d'exigence liée au rayonnage. D'accord? Donc, par exemple, quand vous empilez, si on compare à du mini-lot du multi-shuttle, donc déjà, je vais avoir des allées d'accès, mais en plus, je vais avoir des écarts entre les bacs verticalement. Donc, je vais être moins dense. Regroupement intégral de commandes. Donc là, il y a une partie qui est intéressante, c'est qu'à la sortie de l'autostore, vous avez directement une station de prélèvement. D'accord? Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'espace supplémentaire, ni en amont, ni en aval. Ce qu'on peut avoir sur des systèmes classiques, c'est toute un labyrinthe de convoyeurs pour approvisionner un système de stockage, et pareil, un labyrinthe de convoyeurs pour en sortie. Là, vous pouvez rentrer par une station et vous sortez directement à la station. Vous pouvez aussi les raccorder à des convoyeurs, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez, alors, pas de point de défaillance unique. Là, je l'ai dit tout à l'heure, mais les robots, ils fonctionnent individuellement. Je tiens à préciser qu'il y a un contrôleur. Alors, il y a 2 contrôleurs, en fait. Le contrôleur, lui, il est livré en standard et il y a un contrôleur de backup. Tout est sauvé en temps réel. S'il y a un contrôleur qui a un problème, vous mettez l'autre, vous allumez le bouton et 5 minutes plus tard, je dis, ça a été fait en live sur des installations, entre 5 et 10 minutes, l'ensemble de votre installation redémarre comme si rien n'était. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un point fort du système AutoStore. Ensuite, il y a une partie un petit peu écolo, donc bon, c'est le fait que les robots, enfin l'ensemble de l'installation est très peu consommatrice en énergie. Et vous avez des petites features nice qui sont par exemple le fait que quand le robot descend une caisse, il se recharge avec le poids. Ça permet d'augmenter l'autonomie du robot. Voilà, et puis le système est à l'épreuve du temps. Alors pour information, hein, sur les 550 installations, il y en a qui ont une vingtaine d'années. On a 0 installation décommissionnée. Elles sont toutes encore en service. Voilà, alors je vais peut-être en rester là pour le moment, puis on va passer aux questions s'il nous reste. Alors, il me reste encore quelques petits slides. Je vais juste reprendre la main, Laurent, et puis on passe aux questions juste derrière. Juste précise, Benoît, si oui. Je peux juste une seconde, si j'ai encore la main. Une seconde. J'ai encore la main? Oui. D'accord. Je voudrais juste citer mes partenaires intégrateurs aujourd'hui, à ce jour. Il y en a d'autres qui sont en cours d'annoncement, mais on y reviendra plus tard. Mais je précise, le modèle de AutoStore est un petit peu particulier par rapport à certains de nos confrères. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas faire d'intégration. Donc AutoStore se concentre sur sa technologie et AutoStore va travailler avec des intégrateurs pour intégrer le système dans des systèmes plus complexes.
d'accord. Et alors il y a des partenaires globaux, mais en France, il y avait 4 intégrateurs historiques que sont Alstef, Dematic, Element Logic et Swisslog. Et voilà. Et si la question allait venir, en France, avec ces partenaires, nous avons au total près d'une vingtaine d'installations. J'arrête. Du coup, ça me tend une perche, Laurent, et je vais la reprendre puisque vous parlez d'intégrateur. Donc, AutoStore a également confié, entre guillemets, son outil de design et de qualification donc de lead à 2 cabinets conseils en France, dont Simco Consulting. C'est-à-dire que Simco est autonome pour travailler sur les dossiers de prospects, pour faire, on va le voir dans quelques secondes, donc des études de faisabilité. Et dans le cadre de ces études, intégrer et calculer de manière autonome déjà la qualification, est-ce que les flux de nos clients sont compatibles donc avec un fonctionnement AutoStore ou non, et auquel cas, on va plus loin, on va jusqu'au design et voire même, pourquoi pas, jusqu'au chiffrage de la solution, mais au moins en design, en termes de dimensionnement, en fonction des contraintes de bâtiment, comme on voyait tout à l'heure sur les illustrations, de nombre de robots aussi, en fonction donc, de la typologie des produits, de leur classe de rotation, du type de flux et de niveau de stock également. Donc ça, je le précise. Hein, donc le Simco est l'un des 2 cabinets conseils de Tostor. En toute indépendance également, hein, puisque nous travaillons de manière totalement neutre vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs de systèmes intralogistiques sur le marché. Alors, juste, je reprends donc la main quelques secondes. Voilà, juste évidemment pour. Donc, merci encore hein, de participer à ce webinaire. L'importance aussi, on a vu donc différents systèmes automatisés, donc plutôt sur la partie préparation de commandes. On a vu une intervention intéressante donc, de la part de Laurent. Je pense que c'est important aussi de passer en mode projet quand il s'agit de qualifier, d'imaginer, d'étudier des solutions qui vont être importantes et capitales et engageantes pour l'avenir des entreprises. On est sur des sujets complexes, on est sur l'intégration et bien souvent la combinaison de plusieurs technologies de la part de plusieurs fournisseurs aussi, donc les côte à côte qui doivent pouvoir communiquer ensemble tant en système d'information qu'en flux physique. Le choix va dépendre des flux, des cadences, des rotations, des évolutions, de la stratégie des entreprises. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Et donc, le fait de passer par un cabinet tel que Simco Consulting vous permet d'élargir votre vision, de prendre un peu de la hauteur par rapport à des fois une analyse qu'on a sur un service un peu isolé dans son entreprise, de bénéficier donc d'expériences externes, de nos veilles technologiques, de nos 600 clients et 2400 projets qu'on a pu mener avec des clients, d'exploiter et de tester des multiples scénarios, parce qu'on a aussi des outils de simulation qui vont nous permettre de challenger, de faire des stress tests sur les situations, voire de faire la simulation flux, donc de reprendre en manière digitale donc, les projets et les futurs flux. De ne pas s'imiter à ce qu'on appelle l'innovation sous contrainte. Des fois, on va innover parce qu'on est contraint de suivre le marché. Ben là, on élargit un peu le scope. De bénéficier d'une démarche que je vais vous présenter encore en quelques secondes. Il nous reste un tout petit peu de temps, donc qui est fiable et qui a fait ses preuves. Et puis, donc, cette prise de recul et de hauteur. Et puis, on raisonne flux, le film, le stock, hein, donc le film, les flux, pardon, la photo, le stock, et on concilie les deux. Aujourd'hui, c'est 40% des entreprises qui confient leur projet à un cabinet conseil et qui se retrouvent au niveau du croisement des courbes entre le temps et les coûts. Alors effectivement, ça coûte peut-être un peu au départ, comme une garantie, une assurance par rapport à un investissement, puisque vous avez quand même des niveaux d'investissement qui sont engageants. On travaille comment? On travaille en mode projet, ça c'est important aussi. C'est qu'on a des équipes qui participent au projet avec vos propres équipes. On ne fait pas nos études dans notre coin. On a des modèles à organiser. On va chercher des ressources extérieures également. Et on va s'intégrer avec une vision, une implication à 360 degrés. Dès le départ, on est capable de s'intégrer au sein d'une équipe, au sein de cabinets d'ingénierie en termes de bâtiments, de prendre des contraintes en compte de tout ce qui va être produit, donc de tout ce qui va être législation et CPE, de tout ce qui va être
réglementation, dispositions par l'assurance, des réels, etc. Donc tout ça, toutes ces contraintes vont nous permettre d'aller plus rapidement calibrer une situation, un fonctionnement en fonction d'une surface disponible, de hauteur disponible, etc. On ne va pas aller imaginer une solution qui ne pourrait pas rentrer finalement dans une boîte et dans un cadre. On va travailler ensemble avec les services sur l'entreprise, sur l'extérieur à l'entreprise. Je vous disais tout à l'heure, on a un mode de fonctionnement donc, qui commence par une analyse de base de données où on va développer des différents scénarios et chercher la solution optimale avec une estimation budgétaire. C'est ce qu'on appelle l'outil de faisabilité. C'est ici on sait intégrer de manière autonome donc l'outil du design qui a été présenté pour cette solution AutoStore. Donc on sait analyser un scénario en intégrant la solution AutoStore dans le design des solutions. Et puis, on s'implique aujourd'hui, on démarre donc en mode projet et donc Synco est capable de vous accompagner jusqu'au démarrage, jusqu'à l'accompagnement et la formation donc, des utilisateurs avec un focus spécifique sur tous les points RSE, puisque ce référentiel RSE logistique donc, qui a été édité et sorti donc, en novembre 2018 en France par le gouvernement, est un point essentiel et fondamental donc, pour préparer l'avenir de nos activités sur nos entreprises. Voilà, je crois que j'ai fini à mon niveau. Moi, je rajoute, je recommande toujours l'utilisation, le recours à des compétences de type conseil en amont des projets depuis toujours. Parce que j'ai observé moi en live différentes formes d'approche. La première, c'est je fais tout en interne, je me débrouille. Il y a la deuxième, c'est je prends un mécanicien qui va me faire le design et puis j'ai adoré la techno. Il y a un petit aspect jouet, surtout les entreprises familiales, les gens qui flashent un peu sur la techno et puis ils veulent ça, puis ils regardent pas le reste. Il faut s'ouvrir un petit peu les chakras et surtout, il y a vraiment une intelligence qui est nécessaire, une intelligence de flux indépendante du système. Hein, c'est indépendant de l'AutoStore, ça c'est vrai pour toutes les mécanisations. Je pense qu'il y a eu un panel très très complet présenté au début là, de toutes les technos. Je pense que les gens qui arrivent là-dessus s'y perdent totalement au départ, hein, parce que il y a énormément de choses. Moi-même, je découvre encore des technos que je ne connaissais pas. Par exemple, le FRM, j'avais vaguement vu passer, mais j'ai découvert que plus en détail récemment, alors que ça fait quand même 10 ans que je suis dans le domaine. On va me dire que bon, mais on ne connaît pas tout. Donc, le rôle du conseil, c'est vraiment de connaître toutes ces panels de technologies et de voir lesquelles sont les plus adaptées. Et puis après, il y a un réglage. Il y a un réglage qui est très important de flux à l'intérieur de l'écosystème de l'entrepôt, puisque vous n'allez pas tout mettre dans un système. Vous allez avoir de la réserve palette, vous allez avoir, si vous avez un AutoStore par exemple, vous allez devoir le réapprovisionner, mais donc vous allez quand même avoir une réserve. Vous n'allez quand même pas mettre tout ce que vous avez en stock dans l'entrepôt dans l'AutoStore. Enfin, certains le font, mais c'est peut-être pas la meilleure manière. Donc, vous allez quand même avoir certaines palettes de réserve. Donc là, vous allez avoir un process à designer entre qu'est-ce qui se passe quand je déclenche un rappro de mon AutoStore depuis ma réserve palette. Et puis la même chose en aval. Et tout ça, en fait, cette intelligence-là, elle n'est pas forcément chez le mécanicien, elle est soit chez le client final, s'il a les compétences en interne. S'il ne les a pas, il faut qu'il fasse appel à un cabinet de conseil et ce n'est pas de l'argent perdu. C'est un gain énorme. C'est un truc à faire, quoi. C'est un no-brainer. Je fais de la pub, hein, Benoît, pour les services des consultants, mais honnêtement, j'entends dire que parfois, c'est pas la peine, on va se débrouiller, mais franchement, il faut le faire, quoi. C'est évident. Le retour sur investissement est assez rapide en général sur ce type. C'est énorme. L'erreur que peuvent coûter des mauvaises décisions, d'aller mettre des systèmes surdimensionnés, etc. Mais ça se chiffre. Enfin, c'est pas les 3 journées de conseil que vous allez dépenser là, vous les regretterez pas. Je fais de la pub, hein, Benoît. Hein. Mais on verra par contre le nombre de journées de conseil. Merci Laurent. On a contribué un peu à la diffusion des connaissances du produit AutoStore également, donc en vous invitant. Encore une fois, j'insiste beaucoup, on est indépendant des solutions du marché, on est indépendant des fournisseurs.
le risque effectivement d'aller voir un fournisseur en direct, c'est que forcément il aura la meilleure solution pour vous. Nous, on va analyser donc les différentes technologies donc en fonction de vos flux, et c'est là qu'est vraiment l'intérêt. Et je parlais donc de cette licence hein, qu'on a donc dont on dispose donc d'AutoStore hein, sur le territoire. Il n'y a pas de flux financier, il n'y a pas de rétrocommission, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est vraiment nous, ça nous donne l'opportunité, la possibilité de qualifier donc des clients qui pourraient se poser la question et de pouvoir aller jusqu'à un calcul de retour sur investissement sur ces solutions. Alors, on a quand même quelques questions, Laurent, si vous le permettez, puisqu'on est encore assez nombreux à suivre ce webinaire. J'ai une première question. On me demande si donc le AutoStore est adapté à la préparation de colis. Je saurais répondre, mais je vous laisse répondre. La réponse est non. Alors, sauf si vous avez des tout petites colis, mais non, on fait pas on est sur du flux colis. Sur du flux colis, vous aurez intérêt à passer sur du mini-load ou du shuttle. Voilà, donc la réponse est rapide. Quelle est la durée de vie des robots? La durée de vie des robots. Alors, le robot, le cœur de robot dans son ensemble, les robots, ils sont en service depuis le départ. Sauf panne, on les remplace pas. Et c'est plutôt la durée de vie de la batterie. Donc la batterie sur le temps, les durées de vie en termes de fonctionnement, bon, les robots, il y a deux philosophies en termes de fonctionnement, de durée de vie à court terme, on va dire. Sur la red line, c'est des batteries fixes et donc c'est le robot qui vient se charger. En gros, il tète. Voilà. Et sur la black line, c'est des batteries interchangeables. Donc, il y a des stations un petit peu différentes. Le robot vient, il pose sa batterie vide et il récupère une batterie pleine. Voilà, ça c'est sur la durée de vie à court terme. Et sur le long terme, ça va dépendre alors, le nombre de cycles, etc. Mais on observe en moyenne des durées de vie de 4-5 ans. Merci. J'ai une question sur la sensibilité du système au niveau sismique. Alors, au niveau sismique, alors il y a tout je peux vous envoyer, mais après, il y a toute une étude et tout un système. Il y a un département qui s'occupe de ça, qui s'occupe du sismique, qui s'occupe du feu, etc. On est super bien équipés, c'est assez impressionnant, et un laboratoire, etc. Et je n'ai pas de réponse technique précise pour vous dire. Je résiste à 6,5 sur l'échelle de Richter. Ce que je peux vous dire, c'est que les grilles, en fait, elles sont fixées, comme vous les voyez. Moi, j'ai une photo sous les yeux. Au sol, vous avez un ancrage, d'accord. Sur le haut, vous avez un ancrage, et après, vous avez deux points d'ancrage nécessaires sur l'ensemble d'une grille. Alors, ça dépend de sa taille, pour assurer sa verticalité. Le plus important, c'est la verticalité du système. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de micro-fulfillment, hein, de logistique du dernier kilomètre. Est-ce que dans cette logistique du dernier kilomètre, on est plutôt en mode cross-docking ou est-ce qu'on est plutôt avec une nécessité de stock avancé? Non, là où nous, on parle de stock avancé. D'accord. On parle de stock avancé. Clairement, le mode cross-dock, c'est aussi une des réponses à la question de l'urbanisation. Mais là, nous, d'où notre carte, c'est stock avancé. Très bien. Et puis, j'ai une dernière question qui vient de tomber. Donc, AutoStore est-il adapté pour la préparation de commandes avec beaucoup de lignes de nomenclature, jusqu'à 30 lignes par exemple? Alors, je ne sais pas, peut-être on pourrait préciser la question si c'est des lignes de commande ou des lignes de nomenclature en vue de constituer un assemblage ou un kit. Voilà. Mais en tout cas, on est visiblement sur 30 lignes de préparation. Donc, quand la question est posée en ces termes, c'est souvent qu'elle vient d'un industriel et qu'on parle, on pense stock de pièces pour approvisionner une chaîne de prod. Donc, nous, on va raisonner en ligne de commande, mais ça revient un petit peu à la même chose. Donc, il n'y a pas de limitation.
Le système, en fait, il est particulièrement bien adapté, par exemple, pour faire cohabiter du B2B et du B2C. C'est-à-dire, en gros, du e-commerce où je vais avoir beaucoup de petites commandes de 3 lignes, ou je vais avoir du B2B en Réa Pro magasin où je vais avoir déjà un éventail de commandes un peu plus sérieuses. On va typiquement dans la trentaine de lignes. Et donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de limitation. Après, vous avez vu que les bacs peuvent avoir des séparateurs et on peut ajuster les tailles. Alors bon, on ne peut pas mélanger les tailles de bac, mais on peut choisir la taille de bac adaptée et choisir les séparateurs. Par contre, on peut également avoir un nombre de séparateurs différents selon les bacs. Si vous avez une gamme un peu hétérogène avec des petites pièces, des vis et des boulons d'un côté, vous allez mettre plein de séparateurs et stocker les vis et les boulons dans ces bacs-là, et puis les produits plus gros dans d'autres bacs sans séparateur. Donc la question s'est complétée entre-temps. Donc quel serait le temps pour récupérer des bacs donc, tout au fond avec une hauteur maximum de 7,50 m? Oui, alors que je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour récupérer un bac au fond, si vous passez une commande en mode magasin, c'est 3 minutes 30. Alors, une commande au mode magasin, c'est si vous venez faire de l'appel à la pièce individuelle, hein, sachant que normalement, on ne travaille pas comme ça. Hein. Enfin, si vous travaillez comme ça, c'est que c'est l'âge de pierre de l'écosystème. Bon, pardon, peut-être que c'est le cas, alors je ne voudrais pas me. Voilà, Mais on travaille avec des systèmes qui, soit si vous êtes en prod, vous avez un MES, vous avez un mini WMS, ou vous travaillez au niveau du WCS. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on séquence des commandes. Donc, le mode de fonctionnement idéal d'un AutoStore, c'est de travailler avec un portefeuille de commandes, c'est-à-dire d'appels à bac, on va dire, d'un certain nombre de lignes. On voit typiquement à une trentaine, ça va être bien pour commencer à optimiser le travail. Mais on peut travailler sur des fréquences de temps. Donc, je parlais de fréquences d'entrepôt qui travaillent à la vague, à la demi-journée, mais nous, on recommande qu'à 30 minutes, on peut optimiser au maximum. Donc, un portefeuille de 30 minutes de travail, ça va permettre d'optimiser les déplacements des robots, les tâches s'il y a besoin de creuser, etc. Ça va te permettre de vraiment, à l'algorithme, qui est la véritable intelligence du système AutoStore, de prendre toute sa dimension. Si on fait du one-on-one, j'appelle un bac, etc., on ne va pas être très optimal, mais ça, c'est clair. Ok, je précise quand même avec la possibilité d'injecter des commandes urgentes au sein d'un batch déjà lancé pour avoir travaillé sur le sujet. Et puis, alors là, vous aurez la réponse également puisqu'on va mettre à disposition à la fois le replay, à la fois donc, les documents de présentation. Mais la dernière question qui vient de tomber, c'est est-ce qu'on peut rappeler la hauteur des bacs? Oui, 22 cm pour le plus petit, 33 pour la taille intermédiaire, qui d'ailleurs représente la majorité de nos installations, et 42 cm pour le bac le plus haut. Ça permet de rentrer un 60 par 40 par 40, qui est pour les gens qui travaillent en entrepôt, ça leur cause, c'est un gros format classique. Donc quand on dit 22, c'est hauteur utile 22 ou c'est hauteur utile 20? Ouais, hauteur utile. Très bien. Et j'ai encore une question qui tombe, mais je crois qu'il y a eu la réponse tout à l'heure. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur la possibilité de travailler en environnement en température négative? Je crois qu'il va falloir patienter encore un peu, c'est ça? Oui, je ne fais pas de froid négatif. Pour l'instant, on fait du froid positif. En froid positif, on sépare les grilles. On ne fait pas cohabiter avec du sec. Parce qu'en fait, AutoStore travaille beaucoup sur, alors on appelle ça e-grocery, on va dire l'épicerie en ligne, comme ça qu'on dit. Et là, bien sûr, on a ces problématiques de frais de sec, mais pour l'instant, le frozen, le congelé, on le met ailleurs. Mais on travaille sur le sujet, mais ça pose beaucoup de difficultés de faire travailler des robots à -20. Vous avez le fonctionnement des roues, vous avez la graisse, vous avez les batteries, vous avez tout un tas de sujets, mais bon,
on bosse dessus. Hein. Eh bien, c'était la dernière question, Laurent. Sauf parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais voilà, un Non, sujet. merci à tout le monde parce qu'on a peut-être on a un petit peu débordé au niveau timing là, non? Je crois, ouais, je crois qu'en fait, vous avez vous présenter votre solution en autant de temps que moi, 40, mais voilà. C'est pas grave, le sujet, je pense, en valait la peine. Et on a encore une audience assez conséquente. Il faut savoir qu'il y avait plus de 100 inscrits donc, à notre webinaire du jour. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci Laurent. Un mot de la fin? Mot de la fin, moi je suis à votre disposition pour répondre aux questions, mais avec Benoît ou comme vous voulez. Ouais. C'est ouvert. Qu'à faire. Très bien. Merci à tous pour votre participation. Encore un tout petit slide. Bon, bah, évidemment, hein, donc vous aurez compris, hein, pour viser de Best in Class Logistique, donc bah, travaillons ensemble. Et puis donc rendez-vous dans 2 semaines, un mercredi matin, 11 h, le 31 mars, où là on va parler système d'information et mon petit doigt me dit qu'on va parler encore automatisation, mais cette fois des processus. À très bientôt, merci pour votre attention et n'hésitez pas, donc vous allez recevoir les liens donc, du replay et de la présentation et n'hésitez pas, donc vous avez également mes coordonnées. Voilà, à votre entière disposition. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Laurent, merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci.